Bonsoir à toutes et à tous, mardi 26 mars, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Focus sur la crise de l'élevage, la Meuse agit pour séduire de nouveaux talents agriculteurs pour qu'ils se passionnent vers ce métier. L'agglomération de Saint-Dizier vote son budget, 60 millions d'euros de fonctionnement et de grands projets d'investissement à venir. Les étudiants des filières culinaires du lycée Saint-Exupéry relèvent le défi d'un atelier au cœur même des Halles de Saint-Dizier. Sommelone, hier et aujourd'hui, c'est le nom d'une nouvelle exposition retraçant la vie du village meusien à quelques mois des 80 ans de la Libération. Et il a 22 ans et déjà boxeur professionnel, le chaudmontais Ayop Margaéan est notre invité ce soir. Et un message manuscrit d'alerte à la bombe a été découvert ce mardi après-midi au centre du collège de la Porte du Der. Les élèves et les personnels ont été évacués. C'est la troisième alerte qui survient sur notre territoire depuis lundi. Pour rappel, la Meuse était particulièrement concernée. Les cours reprennent dès demain au collège Jean Renoir. Une cellule d'écoute sera mise en place pour les élèves et les personnels de l'établissement. Les élus du Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée ont voté le budget pour l'année 2024, le premier sous ce nouveau nom. Plusieurs grands projets verront le jour dès cette année. Maintenant un cap pour l'ambition prise par les élus. Pompeo Coppola et Loïs Large ont rencontré le président de l'agglomération, Quentin Brière. Écoutez-le. Hier soir, les élus du Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée se sont réunis pour un moment crucial de la vie de l'agglomération. Le vote du budget 2024. Le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, nous a fait part des orientations stratégiques pour l'avenir. Un de nos premiers objectifs, c'est de faire en sorte qu'on soit une collectivité pour les entreprises, pour le développement économique. Donc on voit à quel point on essaie d'accompagner chacune de nos entreprises, mais aussi le commerce, les artisans dans l'ensemble des communes de notre communauté d'agglomération. Et puis l'autre chose qui est très très importante pour nous, c'est être une agglo de proximité. Faire en sorte que c'est pas parce que tu vis dans un village qui est un peu plus loin de Saint-Dizier que tu n'as pas le droit au meilleur. Par exemple sur les questions culturelles. Et puis on va voter aussi, ce qui est important pour nous, toute la question des familles. Quand tu arrives et que tu viens vivre avec ta famille sur le Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée, il faut que tu te sentes bien. Et notamment, il faut que tes enfants ils soient bien gardés aux bons endroits. Et donc, on va augmenter le nombre de places en crèche, qu'on continue à voter. La création de la micro-crèche avec Laron pour 12 berceaux. Et puis, l'amélioration de la crèche du centre-ville de Saint-Dizier pour qu'elle soit flambant neuve pour l'ensemble des petits bragards qui viendront y pouponner, tout simplement. Bien que les investissements pour 2024 s'élèvent à 10 millions d'euros, l'agglomération n'a pas contracté d'ultérieures dettes. Et renforcer l'attractivité des métiers liés à l'élevage, tel est l'enjeu majeur des chambres d'agriculture pour tenter de lutter contre la crise démographique que connaît ce secteur. La chambre d'agriculture de la Meuse s'est réunie pour évoquer ce problème et ainsi trouver des solutions cohérentes et concrètes. À Longeville-en-Barrois, Manon de Fontis. Partout en France, les filières d'élevage sont confrontées à une crise démographique et la Meuse ne semble pas épargnée. Face à ce constat, la Chambre d'agriculture meusienne s'est réunie pour tenter de trouver des solutions. Aujourd'hui, on a un grand défi, c'est le vieillissement de la population agricole et le nombre d'agriculteurs qui vont partir en retraite les prochaines années. Aujourd'hui, on a 40% des agriculteurs meusiens qui ont plus de 55 ans, donc un grand enjeu de renouvellement des générations. Et ces dernières années, on voit que l'élevage attire moins. Et donc, on est sensible à cette thématique. Pour nous, la Meuse est une terre de polyculture élevage. On a besoin de maintenir un certain nombre d'éleveurs et de production animale pour garder une vitalité du territoire. Et donc, on s'intéresse aujourd'hui vraiment à maintenir un certain tissu d'éleveurs sur la Meuse. On a quelques brides de solutions qui vont être proposées par l'Institut de l'élevage. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de travailler en interne, mais on réfléchit à peut-être aller plus loin et faire un colloque peut-être à l'automne pour vraiment inviter plus largement les structures qui accompagnent l'élevage en Meuse et vraiment mettre en place des solutions efficaces sur le terrain pour tenter d'enrayer ce déclin. Les élèves de terminale en CAP cuisine du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier ont animé les Halles Bragarde avec un atelier culinaire. Diverses gourmandises étaient alors proposées aux passants. De quoi relever un type défi. Un reportage de Manon de Fontis. Au milieu des commerçants bragards, les élèves de terminale en CAP cuisine du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier préparent diverses gourmandises en plein cœur des Halles. Là, je suis en train de couper du l'avocat, du carré pour les mettre dans les toasts.
pour pouvoir que ça sente du coup l'avocat et le saumon. Toast au saumon et avocat, clafoutis ou encore crumble, divers mets sucrés ou salés sont proposés aux commerçants, mais également aux passants, de quoi ravir leurs papilles. Une bonne équipe, des bons élèves, des futurs chefs cuisine, je pense. Ce n'est pas la première fois que ces apprentis cuisiniers effectuent une animation au sein du marché Bragard. On vient régulièrement, c'est le 3e atelier qu'on fait au Halles pour promouvoir un peu les produits et montrer le travail des élèves de CAP Cuisine. Cet exercice s'intègre dans leur projet de fin d'études et les retours sont plutôt positifs, de quoi satisfaire les jeunes chefs. On est content, ça veut dire qu'on a bien travaillé et on sait comment on va falloir le refaire et puis que ça sera plus bon, quoi. Parce que ça veut dire qu'on a fait un bon travail et qu'au final on arrive à accomplir des bonnes choses. Les élèves du lycée Saint-Exupéry devraient être de retour au Halles dans quelques mois. En attendant, vous pouvez goûter le fruit de leur travail au sein du restaurant d'application Le Petit Prince. Il y a quelques mois des 80 ans de la Libération, une association de mémoire, Somlone, hier et aujourd'hui, a organisé une exposition autour de la vie du village. Durant les 2 guerres mondiales, objets et tenues historiques étaient également exposés. Un reportage de Gaël Bossu. Des dizaines de photos, de témoignages, d'archives et d'objets historiques, l'association Somlone hier et aujourd'hui a organisé sa 5e exposition ce week-end après plusieurs années de recherche. Le thème, l'histoire du village pendant les 2 guerres mondiales. Ce qui nous tenait surtout, c'était les anciens vont bientôt disparaître. Celui qui est là en fauteuil roulant, même s'il n'a pas vécu à Somlone, il a 97 ans, il peut encore nous parler de l'exode, de pas mal de choses. Bon, tout ce monde-là va disparaître. Et si on ne le fait pas maintenant, il n'y aura plus personne. Donc c'était surtout, c'est être en quelque sorte des passeurs de mémoire. Même s'il n'y a jamais eu de combat dans le village, l'histoire de Somlone est intimement liée à celle des 2 guerres. Entre 1914 et 1918, le village était par exemple un lieu de cantonnement important des soldats déployés en Meuse. Si on s'amusait à cumuler le nombre de soldats qui ont cantonné à Somlone, c'est faramineux. Donc ils étaient hébergés dans toutes les maisons, les agriculteurs étaient réquisitionnés pour fournir la nourriture. Donc ils n'ont pas souffert, on ne peut pas dire que Somlone n'a pas souffert des combats. Chaque pancarte prend sa source dans un témoignage personnel d'un habitant, duquel découlent des faits historiques et des possibles illustrations. De quoi faire ressortir des histoires locales émouvantes, comme celle d'une habitante de Somlone, petite fille à l'époque, qui a rapatrié le corps de son père soldat pour le faire enterrer au village. Et ce document, c'est l'Ausweis qui a servi à permettre que le corps de son père soit rapatrié d'Ancerville à Somlone. Donc, on y a raccroché un premier extrait historique de Mémoire 52. Et ensuite, par le fait du hasard, on retrouve la Ausweis. Donc voilà. Une exposition réussie qui a attiré des dizaines de visiteurs. Je trouve que c'est un travail magnifique. Elles ont beaucoup de mérite. Vu l'âge que j'ai, ça me rappelle quelques souvenirs quand même. Quels souvenirs ça permet de vous rappeler justement La libération en 1944-45. J'étais petite et j'ai vécu ça, différemment bien sûr, mais on se rendait bien compte qu'il y avait la guerre quand même. Moi je trouve que c'est bien de pouvoir se remémorer, tout au moins se rappeler de certains détails qu'on a appris quand on était à l'école bien sûr, mais puis de continuer, de perpétuer quand même, pour que les jeunes sachent ce qui s'est passé. C'est intéressant parce que c'est notre mémoire collective, si ce n'est qu'on est capable de recommencer la même chose demain matin. Pour compléter et enrichir l'exposition, un collectionneur d'Ancerville a apporté nombre de pièces historiques, la plupart retrouvées localement et certaines porteuses d'histoires étonnantes. Un objet insolite en fait, et ceci c'est un martinet en fait. Et le martinet pendant la Première Guerre mondiale est un objet réglementaire du pactage du poilu et ça lui permettait de dépoussiérer et d'enlever tout un ensemble d'insectes, des poux, des choses comme ça qui étaient sur sa tenue, notamment sur sa capote. Mon objectif personnel c'est de posséder un objet et ensuite de retracer son histoire via par exemple celui-ci où on a un numéro de matricule. Donc après en fonction du numéro de matricule de l'objet, je fais une recherche historique sur internet qui me permet de donner vie à l'objet, de l'humaniser
et de retracer en fait son histoire, et ce qui me permet d'être en cohésion avec l'objet et de vivre via l'objet cette relation au passé. Connaître l'histoire locale pour mieux se souvenir, tel a été l'objectif de cette exposition immersive. Et pour une immersion totale, l'exposition proposait aussi de s'habiller comme un soldat. Bonsoir Agop Margarian. Bonsoir. Vous avez 22 ans, vous êtes notre invité ce soir, vous êtes boxeur professionnel, classé 16e dans la catégorie mi-lourd. Vous êtes tombé dans le sport, si on peut dire, vous aviez seulement 11 ans ce sport, la boxe. Pourquoi la boxe? C'est bien ça, la boxe, pour moi c'était une évidence parce que c'est un sport de combat et depuis petit j'adore les sports de combat. Et à ce moment-là, j'ai dit allez pourquoi pas se lancer dans la boxe anglaise parce que c'est un noble art, apprendre à me défendre parce qu'à 11 ans on veut apprendre à se défendre. Et je me suis lancé comme ça. On ne peut pas tous vouloir se défendre à 11 ans, mais en tout cas, on commence à le faire dans les cours d'école. Pourquoi finalement avoir choisi aujourd'hui de monter un petit peu dans ces classements et de devenir aujourd'hui boxeur professionnel? Parce que je suis quelqu'un qui adore la compétition, de 1, de 2, parce que j'adore, c'est vraiment ma passion. La boxe, pour moi, c'est pas un travail. Je suis professionnel, mais pour moi, c'est une passion. Je m'entraîne avec le plaisir. Je veux donner le meilleur de moi-même et avant chaque combat, je pense qu'à la victoire. Je pense à gagner et aller le plus loin possible. Comment on se prépare justement à ces combats, ces nouveaux combats? J'ai envie de dire, vous avez fait 8 combats maintenant en termes de professionnels, 50 combats amateurs avant. Comment on se prépare aujourd'hui sur un combat professionnel? Qu'est-ce qu'on se dit avant de monter sur le ring? Quel est le rituel? Pour moi, le rituel, c'est très simple. J'ai un mot mémotechnique. Ce mot-là sert si je perds, on va dire, la concentration pendant le combat. Je le dis, c'est mon prénom, je dis Agop et ça me remet dans la concentration que j'ai besoin. Mon coach me rappelle souvent pour pouvoir, lorsque je me prends un mauvais coup ou un coup qui n'était pas prévu dans notre stratégie, me reprendre les idées, me concentrer, respirer et repartir à l'attaque pour gagner la victoire. Alors, le samedi 16 mars, vous avez battu en vénézuélien Ivan Matute, un boxeur très expérimenté, en tout cas c'est comme ça qu'on vous l'a présenté, un résultat qui est spectaculaire finalement avec seulement 8 combats à votre palmarès, alors que lui en avait beaucoup plus. C'est bien ça, il avait 50 combats dans sa palmarès, dans 30 victoires, avec 25 victoires par KO. Ouais. Franchement, la pression était là. La pression était là, mais l'adversité présente, ça m'a plus motivé. En plus, je l'ai su que 3 jours avant le jour J. J'ai pas refusé, j'ai direct accepté parce que c'est quelque chose qui, pour moi, ça allait permettre d'évoluer. C'était de l'adversité et moi qui veux aller dans le top mondial, qui veut briller, qui veut devenir champion, pourquoi pas champion de France et par la suite champion européen, j'étais obligé. Alors champion de France, vous l'avez été déjà quand vous étiez en amateur. Champion de France, double vice-champion de France. Donc effectivement, pourquoi pas en tant que professionnel dans quelques temps. Je le dis juste, vous avez battu donc, sur ce 16 mars, c'était à Épernay, dans la région. C'est bien ça. Un ring que vous avez partagé aussi avec d'autres athlètes locaux. C'est ça. Épernay, pour moi, c'est la deuxième maison parce qu'on travaille énormément ensemble. Et les 4 boxeurs professionnels présents, c'était moi, Clotilde Delben, Soad et Clément Gillet. C'était un peu la Haute-Marne qui était représentée là-bas. C'est ça, la Haute-Marne et aussi la Marne. Parce que c'était nos amis d'enfance, on a grandi ensemble dans la boxe, on est compatriotes, entre guillemets, et c'était super. Boxer ensemble. Et en plus, ça fait des très beaux résultats. C'est bien ça. Finalement, alors, comment se déroule la suite? Je crois justement un prochain rendez-vous, ça sera à domicile cette fois-ci à Chaumont. C'est bien ça, le 19 avril à Chaumont, mon prochain combat professionnel. Et j'ai vraiment hâte. C'est vraiment mon public, ma maison, ma team qui sera avec moi. Je vais donner le meilleur de moi-même pour faire un super combat, pour essayer de gagner, pourquoi pas avant la limite, mais je me concentre sur la victoire en principal. Et je vous promets un spectacle extraordinaire. Ça sera le 19 avril, ce sera où? À Chaumont. À Chaumont, une salle particulière? Gymnase Le Mouton. Gymnase Le Mouton. Donc 19 avril, le rendez-vous est donné en tout cas. La suite pour vous, c'est quoi après? Donc aujourd'hui, sportif professionnel, donc maintenant depuis 3 ans. On l'a dit, aujourd'hui 8 combats. Est-ce que vous avez une ambition derrière, effectivement, d'atteindre peut-être le championnat de France, voire au-delà? Avant mes 25 ans, j'aimerais être champion de France, pourquoi pas, et aller en avant avec le temps. J'ai pas envie de me précipiter, je veux aller avec le temps et aller le plus loin possible.
Je veux pas m'arrêter. Donc il reste quand même 3 ans pour monter ce défi des championnats de France. C'est faisable. Et la suite, l'idée c'est d'en vivre, c'est de vivre de la boxe. Ouais, c'est ça. Ça serait le meilleure chose qui puisse m'arriver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à GOP. Donc on dit un rendez-vous, c'est le 19 avril prochain à Chaumont pour venir vous encourager sur le ring et justement monter encore dans le classement. C'est ça l'enjeu de ce gala. Descendre dans le classement, arriver dans le top 5 si possible, ça serait parfait. On peut le voir dans les deux sens, mais très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition de l'Info. Tout de suite, la météo de demain, suivie de l'agenda. Une excellente soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.